Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. C'est un podcast. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Retour vers le cinéma. Moi, c'est Momo. Moi, c'est Matou. Moi, c'est Steven. Et aujourd'hui, nous allons donc analyser le film donc, de Sidney Lumet, 12 hommes en colère, sorti donc en 1957, qui était un film dramatique et un huis clos judiciaire, et qui met en avant Henry Fonda. Comme personnage principal, oui, c'est clair, c'est Henry Fonda qui crève l'écran. Moi, j'aimerais juste effectivement parler de Sidney Lumet très rapidement. C'est un très grand réalisateur que j'aime énormément, réalisateur américain, juif américain plus précisément. Pour info, j'ai noté 3 films. Serpico, quand Al Pacino était très jeune. Le Crime de l'Orient Express, que j'aime énormément aussi, ancien. Et enfin, un qui est moins connu, mais que j'aimerais un jour qu'on analyse, Network, main basse sur la télévision. Un très grand film de critique des médias et du sensationnalisme, ce qui est pour l'époque était très en avance, je trouve. Très bien. Et donc, avant donc, de pouvoir analyser le film, je vais vous faire donc un petit synopsis assez rapide. Donc, c'est un film donc, dramatique et un huis clos judiciaire, comme j'avais pu dire plus tôt, et qui suit donc la délibération d'un jury composé de 12 hommes, devant donc décider du sort d'un jeune homme accusé du meurtre de son père. Donc, moi, j'aimerais d'abord vous demander à vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film ? Je te laisse commencer, vas-y. Oui, en fait, moi, il est sur ma top 5, donc je l'aime énormément. J'aurais énormément de choses à dire. Je ne sais pas si on a le dit, mais il a eu quand même 3 Oscars en 1958, donc c'est pas rien. Moi, je l'aime parce que c'est très psychologique, voilà. Et j'adore voir justement le développement des personnages, leurs réactions, et surtout cette fameuse évolution où d'un seul homme, donc incarné par Henry Fonda, qui est le juré numéro 8, on voit qu'il va finalement d'ultra minoritaire influencer indirectement, progressivement, les autres membres du jury. Et donc il y a un aspect psychologique que j'aime beaucoup. Je trouve aussi que c'est un exploit parce que c'est comme tu l'as très bien dit, un huis clos. On sent qu'à la base c'est une pièce de théâtre. Alors j'avais noté le nom, c'était une pièce de théâtre de Reginald Rose, paru en 1954, donc 3 ans avant le film. Et on voit que c'est une pièce de théâtre quand on regarde le film, mais vous voyez, il y a très peu de moyens. C'est ce qu'on avait dit précédemment pour le film, pour Will Hunting, un film avec petit budget en réalité. Et moi j'ai noté $337 000 de budget. C'est rien du tout. C'est rien du tout. De toute façon, c'est vrai que c'est l'époque, il n'y a aucun effet spécial, mais je veux dire, il n'y a pas de choses particulièrement extraordinaires dans le film. Et c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, moi ce que j'ai aimé particulièrement, pour te répondre, c'est l'aspect psychologique de ce film. Voilà. Eh bien moi, ce que j'ai pas aimé du tout, justement, c'est l'aspect psychologique de ce film. C'est trop... En fait, il y a trop de tension, il y a trop de... moi, quand je regarde un film, il faut que ça me vide la tête. Si ça me vide pas la tête et que ça me la remplit encore plus, pour moi, ça marche pas. Et c'est ce que j'avais ressenti sur Misery déjà aussi. Et sur Misery, concrètement, je l'ai même pas fini, Misery. Bon, celui-là, je l'ai fini parce qu'il était très court. Mais j'ai pas du tout aimé le côté psychologique, vraiment. Après, je comprends l'intérêt de ce film dans le sens où il est intéressant parce que à ma connaissance, après j'ai une très maigre connaissance des films, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'autre film qui s'est fait en huis clos et qui a eu un succès aussi mondial. En tout cas, j'en ai pas connu. Donc oui, pour le coup, je comprends que ce soit un chef-d'œuvre. Mais moi, ça a pas pris quoi. Ouais, moi, comme toi, Steven, ça fait partie de mon top 5. Même sur les top box, j'ai mis 5 étoiles, il me semble. Parce que j'ai adoré déjà les plans pour l'époque. C'est hyper fluide. Les interactions entre les personnages sont vraiment top. Ils sont quasi tous bien développés. Notamment, je trouve, pour moi, le meilleur, le jury numéro 3, qui est pour moi super. Et il a vraiment une psychologie vraiment intéressante et très profonde. Et j'ai adoré aussi, les éléments aussi font partie du décor et du jeu. Notamment le ventilateur, j'en parlerai après, qui est très important dans la narration.
mais je vais pas en parler encore. Mais vraiment, le jeu aussi d'acteur de Henry Fonda aussi, le fait que son personnage garde le calme, jamais il s'énerve, montre en fait que le personnage est vraiment sûr de lui et que quoi qu'il arrive, dès le début, on sent qu'il va réussir à les faire changer d'avis. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Et même quand tu as parlé aussi de l'aspect psychologique, qui est aussi pour moi aussi importante et qui m'a fait aussi beaucoup aimer le film. Bah, c'est vrai que c'est peut-être à la rigueur, et c'est maintenant que tu en parles, j'y pense, c'est peut-être la seule critique que j'aurais un petit peu, c'est qu'on sent bien que les choses ne vont pas rester en l'état, sinon il n'y a plus de film, hein, puisque au départ les 11 jurés sont pour la condamnation du jeune de 18 ans, et on voit que le personnage incarné par Henry Fonda, le juré numéro 8, je pense qu'on va l'appeler juré numéro 8, ce sera plus simple, lui il s'y oppose, hein, même s'il ne dit pas qu'il est coupable, hein, il aimerait en savoir plus, il a un doute raisonnable, hein, je reviendrai là-dessus après. Peut-être la seule critique, c'est que on sent qu'en gros il va tout faire basculer. Donc, mais en même temps c'est pas grave parce qu'on se dit oui, mais comment il va réussir à faire tout basculer. Mais voilà, en tout cas je te rejoins sur ça. Tu parlais du ventilateur. Moi j'ai relevé autre chose mais qui est lié au ventilateur, c'est que pour moi en réalité il y a un 13e personnage dans ce film qu'on ne voit pas, c'est la chaleur. J'allais parler de ça. On la ressent. J'allais parler de ça. Mais on le sent. On la ressent clairement, oui. C'est oppressant. On voit avec leur chemise mouillée, leurs auréoles sous les bras, ils sont toujours en train de chercher de l'air, c'est très fort. Du coup, je te reviens sur ça parce que, en fait, moi j'avais aussi mis un truc, c'est que pour moi, le ventilateur qui ne fonctionne pas et qui d'ailleurs souvent vibre en arrière-plan, pour moi ça symbolisait la chaleur et la tension qui pèse sur les jurés. Et ça a ajouté une atmosphère pesante en fait qui amplifiait le drame en fait si je peux dire et le fait au début je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils mettent ça ne fonctionne pas en fait donc ça sert à rien mais en fait je trouvais le truc hyper intéressant en mode les dire en fait comme s'ils étaient en train de se noyer dans leur chaleur en fait et en fait ils allaient en fait arriver en fait à cette vérité en fait tu vois ce que je veux dire donc voilà je trouvais ça vraiment hyper bien joué en fait de la part du réalisateur en fait d'avoir mis le ventilateur. Alors, il n'y a pas que le ventilateur, il y a aussi des plans. En préparant du coup l'analyse pour cet épisode, en fait, ce qui revient souvent quand on lit sur ce film 12 hommes en colère, que le réalisateur a fait en sorte au départ de commencer par des plans assez larges et progressivement on vient à hauteur justement de chacun des jurés et de manière très oppressante même pour nous en fait. On a l'impression d'être à l'intérieur et apparemment donc c'est plutôt, enfin en tout cas ça marche bien. Et donc voilà, ce n'est pas anodin effectivement. Mais moi j'ai un autre argument je l'analyse autrement sur la chaleur et autres. C'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, si certainement, mais on a des jurés qui tout simplement n'ont aucune responsabilité de ce qu'ils font. Ils n'en ont rien à foutre qu'un jeune va se faire tuer, hein, parce que c'est la chaise électrique à l'époque. Ils risquent la chaise électrique. En fait, ils n'ont pas conscience en tant que citoyens de l'importance de ce qu'ils font. C'est rappelé par le procureur tout au début du film. Et à la fin. Avant même la fin, c'est rappelé par un personnage qui a un peu la conscience morale, qui n'est pas Henry Fonda, qui est un autre juré, qui est un peu âgé d'ailleurs, qui se fait souvent rabourer par les autres. Il parle de démocratie, tout le monde s'en fout. Et il dit, mais attendez, là, c'est un truc génial en démocratie. C'est un jury populaire qui doit dire ou non si quelqu'un doit être condamné. Donc en fait c'est une force de notre démocratie. Beaucoup s'en foutent et justement la chaleur, le rôle qu'elle a à mon sens, c'est que ça pousse des gens qui n'en ont rien à foutre de tout cela à vouloir se barrer en fait. Et notamment le personnage avec le chapeau pour son match de foot. À la fin il dit même bon vas-y je mets non coupable parce qu'en fait ça me saoule, c'est trop long. Et après un des jurés en fait le reprend en disant en fait donc toi tu mets le fait d'être lassé comme en fait une décision hâtive en fait, genre t'es pressé en fait juste pour partir. C'est ça. Donc tu joues en fait avec la vie d'un homme juste pour ton match de baseball en fait. Mais moi ce qui m'a marqué aussi c'est que finalement, à part deux peut-être 3 grand maximum, en fait ils en ont rien à foutre. C'est qu'ils se rendent pas compte effectivement de ce qui est en jeu. Chacun vient avec ses gros préjugés et d'ailleurs tout le film en fait c'est un apprentissage pour qu'ils se départissent progressivement de leurs préjugés. Certains vont le faire naturellement, d'autres par la force. On le verra avec le juré numéro 3 dont tu parlais. C'est celui qui est raciste là ? Alors, c'est pas lui qui est raciste, mais qui est vraiment fermé. Il y en a un qui est raciste de ouf. Alors, il y en a un qui est raciste, qui est un peu plus âgé.
Mais là, je parlais surtout de celui qui parle toujours de son fils, Ah oui, lui, oh lui. le chef d'entreprise. Ouais. Lui, il a la haine, en fait. Mm. Et il vient régler un compte qui n'a rien à voir Mm. avec ce pauvre jeune garçon de 18 ans. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais les premières images, c'est le palais de Le justice. procès, ouais. C'est le palais de justice. On arrive après dans la salle d'audience, on voit progressivement les 12 jurés, et je crois que c'est le procureur ou le juge, j'ai eu un doute, il explique, et en réalité il nous explique à nous ce qui se passe, et donc deux éléments. N'oubliez pas, si vous le déclarez non coupable, si vous avez un doute légitime ou un doute raisonnable, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, c'est-à-dire que vous avez un doute sur le fait qu'il soit coupable. Ça, c'est la première chose. Que la plupart des jurés n'ont pas compris d'ailleurs au départ. En fait, ils n'ont pas compris ce principe de justice. Ils croient que si on dit coupable, ça veut dire qu'on pense vraiment qu'il est coupable. Et on croit que si on le déclare non coupable, ça veut dire vraiment qu'il est innocent. Et ouais. Ils vont passer tout le film à comprendre que non, on déclare non coupable si on a simplement un doute raisonnable. Et deuxième chose, c'est l'unanimité. Alors ça, c'est quand même aussi fort. Ouais. C'est qu'il faut l'unanimité. Et ça, c'est quand même compliqué à avoir. Bien sûr, sur 12... En plus, j'avais bien aimé, en plus, dès le début, tu vois, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'oncle coupable, on le voit, lorsqu'il est filmé, il est filmé en plongée. Déjà, direct, on dit en fait qu'il va subir la situation parce que du coup, quand t'es filmé en plongée, c'est en fait, on prend le dessus en fait sur toi, tu vois. Et ça, déjà, j'avais bien aimé le fait que ça soit présenté, tu vois, de cette façon-là. Parce que dans certains films, on les filme soit en plan d'ensemble, soit alors en plan américain, du coup, coupé aux épaules. Tu parlais de qui précisément? Le coupable, du coup, on le voit pendant le procès. Alors du coup, il est innocent, du coup. Oui, mais du coup, au début... Le présumé coupable. Présumé coupable, mais au début, pour nous faire comprendre en fait, qu'il va subir pendant tout le film, on va le filmer du coup en plongée. Et d'ailleurs, ça tombe très bien que tu parles de ça, parce que je voulais en parler, parce que je parlais des premières images. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que c'est un plan qui est très beau. On voit ce jeune de 18 ans, et je sais pas si vous vous souvenez, mais son visage regard très expressif. Et moi, c'est ce que je lis, j'y vois de la peur, et en même temps de l'espoir. Bah, c'est la chaise électrique, voilà, il peut subir. Et du coup, on reste longtemps, sur peut-être plusieurs secondes. C'est long, ouais. Et je trouve qu'il a un beau visage expressif. Et puis, tu vois, même dans la transition au plan suivant, on laisse encore son visage pour vraiment voir en fait le temps. Il y a un fondu. Ouais. Et moi, c'est une analyse que j'ai, c'est que là, on sent que le réalisateur veut qu'on ait de l'empathie pour lui, en fait. Chose que ne vont pas avoir beaucoup de jurés, en réalité. Puisque tout de suite, il le déclare, c'est de la mauvaise graine, c'est un délinquant, etc., etc. En plus, il disait même c'est pas la première fois qu'il est condamné, donc c'est sûr qu'il est coupable directement. Il disait ça en plus, aussi après. Vous voulez suivre moi, j'ai un peu des choses à dire, si vous voulez. Bah vas-y, je t'en prie. Alors moi, j'avais fait aussi des petites recherches d'anecdotes. Donc le scénariste Reginald Rose s'était inspiré de sa propre expérience comme juré dans une affaire réelle pour écrire donc la pièce originale dont le film du coup est tiré. Il avait rajouté aussi une authenticité et une profondeur au récit. Du coup, le fait que ce soit fait de manière avec son expérience réelle. Alors ça, je ne savais pas du tout. Du coup, génial. Ça. D'accord. En deuxième, j'avais mis que chaque juré est représentatif d'un type d'Amérique, donc sans femmes et sans minorité dans le jury, ce qui souligne les limites et les préjugés du système judiciaire américain de l'époque. Et il y avait aussi... C'est vrai que parmi les jurés, il n'y a aucun noir. Non. C'est vrai. C'est ça. J'ai pas pensé à ça, oui. Et aussi que j'ai beaucoup aimé le personnage du jury numéro 3, donc on fait que parler tout à l'heure. Moi j'ai écrit qu'il est intense et beaucoup en colère. Et ça reflète en fait sa propre frustration familiale, notamment avec son fils, ce qui humanise son opposition dans la délibération finale. Donc à la fin, comme on peut le voir, il craque, il déchire la photo avec son fils, et vraiment à la toute fin, où il est vraiment recroquevillé sur lui-même, il dit non coupable. Tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé cette scène. Et c'est le dernier. Alors lui, moi je l'ai analysé énormément. En fait, il est incroyable, je trouve. Le jury numéro 3. En fait, on voit qu'il a très peu de culture. C'est quelqu'un qui est un chef d'entreprise qui est fier en même temps de son parcours. C'est un petit patron. Il précise au tout début du film, il discute avec celui que j'ai appelé en rigolant le nazi, qui est le juré numéro 4, justement. Donc celui qui a des petites lunettes et qui analyse toujours les choses de manière très froide, sans état d'âme, si vous vous souvenez de lui, celui que j'appelle le nazi. En fait, il est courtier, voilà, pour être un peu plus précis et juste. Et tout au début du film, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le juré numéro 3, du coup, parle avec le numéro 4, et alors que l'autre n'a rien demandé, il lui sort une carte de visite, il dit « Voici l'entreprise que j'ai créée de mes propres mains, et j'ai maintenant 37 employés, vous voyez ?»
il a toujours besoin Il est fier, ouais. De Voilà. rapporter à lui, en fait. exactement. Donc c'est clairement du narcissisme. Allez, Alors d'accord. que le mec, il est pas là pour lui, il est là pour quelqu'un d'autre. Il est là pour décider de la vie ou de la mort de quelqu'un C'est d'autre ça. et il parle de son entreprise. C'est quand même quelque chose de fou. Mais ça, c'est tout le problème, c'est que il ne va jamais tenter de juger cette affaire de manière objective. Ah mais non, jamais. En fait, il a une haine contre son fils, il la projette sur, Mm. sur ce jeune de 18 ans, en fait. Mm. Et en fait, il veut le condamner parce qu'il condamne son propre fils, en C'est ça. réalité. C'est très En beau. plus, dès le début, on le voit parce qu'ils sont tous en train de parler au milieu de la table, dès le début, avant que ça commence, et t'as du coup Henri Fonda qui lui est proche de la fenêtre, comme si tu vois, il réfléchissait à la situation. Tous les autres qui parlent, t'as l'autre avec le chapeau qui dit ah, moi, il faut que je parte voir le match. Même pendant, à un moment de la narration, il dit bon, vite là, c'est la mi-temps, j'ai le temps d'y aller. En fait, ils s'en foutent tous de la situation, ils sont juste là, juste pour eux, m'être coupable et point à la ligne. Mhm. Parce que eux, ils se disent quoi, moi, c'est pas ma vie. C'est la sienne, ça va pas changer moi entre guillemets ma vie, donc autant en fait le dénoncer en fait tout simplement. Alors, je dirais pas qu'ils sont tous là-dedans, parce que justement, à part Henri Fonda, qui Oui. lui, tu l'as très bien cerné, il est à côté de la fenêtre. Je pense que c'est pas anodin, tu as raison. Lui, il a l'ouverture, c'est ça. justement. Voilà. C'est le Mais- seul qui est pas dans le huis clos en fait. Ouais. C'est le seul qui a Et en plus on le voit, il est une hors cadre. un visu ailleurs quoi. Tout à fait. Mais en plus il est hors cadre à un moment, on le voit même pas. Donc on est vraiment centré sur les 11 qui parlent de plein de choses. Lui qui parle de son travail et lui Ouais. de son match. Et Et t'as le lui à côté. publicitaire, que tu appelles Clark Kent, Oui, euh, j'aime bien lui. en fait, le publicitaire, c'est marrant aussi. Il passe au début du film, ce qu'il arrêtera après, il ne parle que de son métier Mm. et du monde des publicitaires, etc. Et il se met à rigoler. Il est nonchalant, en fait. Ouais. Oui, donc je disais juste avant, c'est que, en fait, on nous montre plusieurs qui n'en ont rien à foutre, qui ne pensent qu'à leurs propres loisirs et autres. Mais on a une grosse partie des autres, c'est eux d'ailleurs qui vont rejoindre Henri Fonda progressivement. En fait, ils sont ni bien ni mal. Ils sont juste là, ils suivent un petit peu le mouvement. Et c'est ça que va déclencher Henri Fonda, c'est qu'une conscience morale va arriver grâce à lui, parce qu'ils vont devoir justement se positionner. Alors qu'au départ, ils ont juste suivi le mouvement. Et en fait, ils vont progressivement suivre Henri Fonda, mais cette fois-ci, pas le suivre bêtement, parce qu'il va démonter l'argumentation de l'accusation, en fait. Et donc, il va réussir à avoir les gens qui étaient des suiveurs, en fait, avec lui. Alors, il paraît que le film est étudié dans des séminaires sur la psychologie sociale, en fait, pour voir comment la psychologie des groupes, bien. avec tel ou tel profil, influence les autres, ou ne pas. Vous savez, dans un groupe, il y a toujours des différents profils. Celui qui détruit, celui qui, au contraire, tisse des liens les uns avec les autres. Enfin, voilà. Ce qui n'est pas bête en soi. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Franchement, c'est. Et vu la compréhensible. matière du film, c'est oui. tout à fait possible d'étudier cela. Hein. Moi j'aimerais parler de ma scène préférée. Je sais pas si vous c'est la même, mais la reconstitution du crime. Ah oui. Fait par Grande Henri scène. Fonda. J'aime beaucoup cette scène Mm. où il utilise du coup la chaise, le nombre de pas aussi, et t'as du coup le numéro 3 qui dit non mais c'est n'importe quoi, etc. 43 secondes. Ouais, 43 secondes, alors que c'était 15 secondes. 15 secondes. Dans la réalité, Mm. le numéro 3 dit non mais c'est 20 secondes, il était convaincu que c'était 20 secondes alors que non, c'était 15. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène en Elle est particulier? incroyable, je suis d'accord. Elle est incroyable. Juste pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, donc en fait ce qui va se passer c'est que progressivement chaque soi-disant preuve va être démontée en fait par le jury numéro 8 en réalité. Et là justement c'est la preuve, c'était l'un des témoignages forts, c'est le voisin, oui c'est le Oui, c'est le voisin, voisin. voisin. c'est le voisin du dessous qui prétend avoir vu le jeune après le meurtre. Ouais. Sauf que, là aussi, c'est un vieux papy qui a des lunettes. Donc, Qui n'avait pas ses lunettes. qui n'avait pas ses à ce lunettes à moment-là. ce moment-là, si je me souviens bien. Non, excusez-moi. En fait, là, vous confondez avec la vieille dame qui est en face, Ah oui, qui n'avait pas ses lunettes. elle était Ah, venue c'est la voir vieille ses- dame qui a pas les lunettes. Voilà, lui, c'est pas la question Oui. des lunettes. C'est qu'il était couché à ce moment-là. Oui. Il se serait soi-disant levé, Levé donc en, en 15 secondes. en plein au milieu de la nuit, En pleine nuit. en 15 secondes, aller à sa porte, ouvrir et voir le jeune en train de s'enfuir. En insistant vu que Oui, c'est voilà, pas un c'est vieux ça. qui marche bien. En plus, c'était pas un Oui. vieux qui marchait bien. Il avait une attaque donc l'année précédente. Ah oui, Il donc marchait effectivement. difficilement. Et t'avais 12 mètres dans le couloir. 13 après. mètres. 13 Oui. mètres. Désolé, mais je l'ai vu tellement de fois que Voilà, 13 mètres pour moi. Comme moi avec 3, quoi. c'est ça. Voilà. Ok. Donc, et aussi en plus ils avaient vraiment mis aussi l'idée en fait du métro avec le bruit en fait. Là on parlait de la personne du coup qui était donc la témoin soi-disant qui était venue pendant le procès qui disait avoir vu le petit tué non. Elle a dit Alors, qu'il tuait. oui, en fait, c'était l'un des derniers témoignages importants Mhm. qui font que le jury numéro 4
était convaincu, et c'est ça qui va le détruire. Et là, j'aimerais bien en parler après. Il y a une scène que je trouve mémorable avec le jury numéro 4, celui donc qui est très très intellectuel, sans aucun état d'âme, hein, que j'ai appelé le nazi. Désolé, j'ai pas d'autres termes pour c'est ce qui m'est venu en fait. Oui, effectivement, par rapport au métro, c'est qu'en fait, au moment où elle dit qu'elle le voit, voilà, à travers le métro qui passe, alors que pour le coup, elle n'a pas ses lunettes puisqu'elle se réveille apparemment donc dans la nuit. Donc c'était clairement pas possible. Donc c'est pareil, le temps qu'elle se réveille, qu'elle mette ses lunettes et que le métro passe, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. Il y avait un truc entre 6 secondes avec les wagons, je sais pas exactement ce que c'était exactement. Oui, en fait, ils ont essayé de deviner combien de temps mettait un train pour passer un point particulier sur la ligne de métro. Ils ont dit à peu près 10 secondes. Mais que sa vision était en fait pas du tout nette en fait. Surtout qu'elle avait pas de lunettes. Voilà. Et sauf qu'ils s'en étaient pas aperçus au départ qu'elle avait besoin de lunettes. Et c'est le vieux en voyant le juré numéro 4 se gratter là le nez, où il y a souvent les marques des lunettes, qui dit mais attendez, cette femme, j'ai vu qu'elle avait exactement les mêmes marques que vous avez. Ouais. Et là, je sais pas si vous vous souvenez, mais une fois que le vieux démontre cela, parce que lui-même est vieux, donc il voit que c'est une femme de 45 ans, qui veut se donner l'apparence d'une femme de 35 ans. Oui. Bref, donc du coup, elle a enlevé ses lunettes pour être plus belle, voilà, pour ne pas apparaître avec ses lunettes, etc. Et là, je sais pas si vous vous souvenez, mais le juré numéro 4, en fait, il dit rien, mais il se décompose. Parce que lui, il est très intelligent en revanche. Et il a compris tout de suite les implications. Il sait que si elle a des lunettes, en fait, son témoignage est complètement invalidé. Oui. Il ne dit rien. Et c'est la première fois qu'il transpire. Parce que je sais pas si vous vous souvenez au début du film, mais je crois que c'est même le vieux. Il lui dit, mais vous ne transpirez jamais. Oui. Il dit non, jamais. Et après, il transpire, ouais. Tu vois, alors que tout le monde transpirait. Oui. Ce qui prouve qu'il était inhumain aussi, quelque part, un petit peu. Oui. Moi, tu vois, j'ai aussi adoré le moment où Henri Fonda, du coup, fait un interrogatoire rapide avec l'un des jurés où il dit qu'est-ce que vous avez fait il y a 4 jours. Oui, avec lui-même, le juré numéro 4. Avec lui, il lui dit bah, moi je suis au ciné, nanana. Il dit je me rappelle pas. Il a dit à un moment, ça j'ai adoré, vous étiez même pas sous pression à ce moment-là. Exactement. Et vous vous souvenez pas. Alors que lui-même avant disait même sous pression, tu peux te rappeler de ce que tu as fait. Tout à fait. Cette scène-là, j'avais beaucoup aimé aussi. En fait, il avait reproché aux jeunes, donc le jury numéro 4, de ne pas se souvenir précisément des détails qu'il y avait le soir où il a été au cinéma. Ouais. Sauf que lui-même n'a pas réussi à le faire quelques jours avant, alors qu'il n'était pas sous le choc du tout. Mais non, c'est très fort. Cette scène était bien, ouais. Et en parlant de l'arme du crime aussi, il y a un truc important à dire dessus, je pense. C'est que l'arme est qualifiée de exceptionnelle, dans le sens où elle est unique. Donc c'est une arme qui a une trace unique, enfin bref, qui laisse son empreinte dans le corps unique. Donc aucune autre arme ne peut faire exactement la même. Sauf qu'il y a un des jurés, le 7 ou le 8, je sais plus, le 8, toujours. Le 8, qui dit du coup que en fait lui il a pu acheter le même couteau au même magasin et que en fait cette preuve est totalement réfutable parce que un couteau c'est fait à l'usine, c'est pas un couteau qui est fait par un artisan ou qui est fait à la main, donc c'est un couteau d'usine, donc en fait tout le monde aurait pu avoir ce couteau là, y compris les deux témoins. Tout à fait, et c'est très fort parce que si vous vous souvenez, nous-mêmes en tant que spectateurs on se dit mais c'est vrai, il est coupable, parce que le couteau, donc c'est un cran d'arrêt, couteau bien spécifique, en plus c'est vrai qu'il est ornementé et tout, et je sais pas si vous vous souvenez ce que fait le jury numéro 8, il sort le couteau, tac, il le plante à côté. L'effet est spectaculaire, parce que nous-mêmes on se dit, ah bah ouais, en fait ça expose complètement la soi-disant preuve. Et en fait on se rend compte, et comme l'a très bien dit justement, je sais plus qui, mais en fait le procès a été bâclé. Ah mais oui, clairement. C'est qu'il a eu un avocat commis d'office qui n'en avait rien à foutre de défendre. Mais il avait même dit lui en fait qu'on te passe un avocat commis d'office, en fait, qui s'en fout en fait de toi, juste en fait c'est là pour l'argent. C'est ça. Donc en fait il va pas prendre le soin de vraiment bien te défendre. Exactement. Ouais. Et donc finalement, grâce au jury numéro 8 et à ceux qui vont progressivement le suivre, ils vont refaire finalement le procès, et en réalité chaque preuve va tomber progressivement. Comme tu l'as dit, avec ce qui s'est passé avec le témoignage du vieux, avec la vieille qui n'a pas pu regarder sans ses lunettes, en plus à travers un wagon. À travers la vitre, à travers machin. Enfin. Exactement. Ils vont avec le couteau, du coup, qui n'est pas exceptionnel. Et autre chose aussi, si vous vous souvenez, c'est lié au couteau. Et là, ça nous renvoie à une dimension importante du film, c'est la critique sociale. Ouais. Des différents... Ah oui. Voilà. Place, C'est que si vous vous souvenez, à chaque fois, les membres du jury qui sont les plus haineux
sont méprisants à l'égard des classes sociales populaires. Et encore pire à l'égard, bien sûr, des délinquants qui viennent des milieux populaires. Ouais. Alors là, il y a plein d'exemples. Sauf que dans le jury, il y a un juré, j'ai pas son numéro, Numéro 10, non? je sais plus, qui a l'air plutôt jeune et qui lui-même vient d'un milieu populaire. Je croyais ça. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il est vraiment perturbé parce que lui se sent insulté quand on critique justement les milieux populaires, parce que lui, il vient d'un milieu Bah oui. populaire. Et il est lui- pas devenu et il délinquant. n'est pas devenu délinquant. Il prononce pas un long monologue discriminatoire? Parce que j'ai noté Si, un il truc y comme a ça. un monologue Alors, à un oui. moment donné. Oui, c'est pas lui par contre, c'est C'est pas lui. c'est C'est celui le qui est vieux plus vieux, qui lui est vraiment raciste en Ouais, fait, ouais. clairement. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que lorsqu'il il prononce effectivement ce monologue, tout le monde se détourne de lui en fait. Mais c'était dirigé surtout contre ce C'est manque, le 10 qui Ouais, prononce le ça monologue. va illustrer, moi j'avais mis que ça va illustrer en fait la confrontation avec les préjugés raciaux et sociaux en fait, qui sont profondément en fait ancrés dans la société Tout à fait. américaine, ouais. Alors là, pour le coup, moins ratio, parce qu'il n'y a pas Oui. de noirs, il n'y a pas de femmes non plus, mais là, c'est le préjugé social, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce préjugé social se retourne contre ceux qui veulent condamner le jeune, puisque ce juré numéro 10, il se sert de son expérience dans ce milieu justement populaire, en disant « Mais attendez, il raconte n'importe quoi ». Parce qu'un cran d'arrêt, ça ne s'utilise pas de haut en bas. Ah bah non. Un cran d'arrêt, on l'ouvre et on plante direct. Ah oui, oui, clairement. Et surtout que le jeune de 18 ans, ils ont démontré qu'il avait 20 cm de moins que son père. Donc, c'est impossible qu'il ait planté à ce niveau très en haut du corps du père, le cran d'arrêt. Donc, c'est impossible pour deux raisons. Le cran d'arrêt, c'est de bas en haut, premièrement. Deuxièmement, le fils est beaucoup plus petit, donc il ne peut pas avoir laissé une marque aussi haute. Oui, c'est ça, l'orientation de la lame n'est pas bonne. Et en fait, il le prouve, le juré numéro 10. Il fait un geste, vous vous rappelez? Ouais. Donc, Et en plus, il ouvre aussi devant lui, il me semble. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, un autre, mais de toute façon, ce film est un chef-d'œuvre. Le juré numéro 3, à un moment donné, vous vous rappelez? Chaque élément qui va apporter contre le jeune, ça va se retourner contre lui. À un moment donné, est-ce que vous vous souvenez quand on parle de oui, mais le jeune, il est coupable parce qu'il a dit à son père, je vais te tuer. Juré numéro 8, il dit, mais attendez, mais on dit ça dans la vie quotidienne. Est-ce que ça veut dire vraiment qu'on veut tuer quelqu'un? Enfin, quand on dit je vais te tuer. Et le juré numéro 3 dit, bien sûr que ça veut dire ça. Si on dit quelqu'un je vais te tuer, eh bien, c'est un crime. Ça veut dire qu'on va le tuer. Sauf qu'en fait, il lui arrive exactement la même chose un peu après. Le juré numéro 3 s'énerve contre Henri Fonda, contre le juré numéro 8. Il lui dit, je vais te tuer, je vais te tuer. Après qu'il l'a traité de sadique, vous vous souvenez? Ouais. Et Henri Fonda, il regarde et dit « Ah bon? Non, mais je suis sûr qu'en fait, vous ne pensez pas ce que vous dites. » Il lui dit un truc comme ça. En fait, c'était une réponse à son propre argument. Ouais. Bah non, on peut menacer quelqu'un sans forcément passer à l'acte. Bien sûr. C'était très fort. Bah, d'où le fait qu'il y a la distinction aujourd'hui entre menace et acte. Parce que sinon, il n'y aurait pas de distinction. Tout à fait. Donc voilà, c'est ce qui va effectivement progressivement tuer toutes les... Mais le problème, c'est qu'en fait, en réalité, il y a des jurés qui sont haineux et que peu importe les arguments, non, ils veulent condamner le jeune, notamment le juré numéro 3. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, quand tu parlais tout à l'heure de la photo de son fils qu'il regarde et on sent que ça le trouble. En fait, à un moment donné, à la fin, il dit, sans faire attention, il dit « toute l'affaire est là ». Ben, il a raison, oui, toute l'affaire est là. Sauf qu'en fait, t'es pas ici pour juger du fait que ton fils te parle plus. T'es ici pour juger sans préjugés un jeune qui est accusé et qui risque la chaise électrique. Et c'est fou, quoi. Et à la fin, il n'y en a plus que 3 qui restent. Et là où c'est intéressant, c'est ce que j'ai relevé, c'est que si vous vous souvenez, il y a un basculement là, psychologique. Parce qu'au départ, les 11 sont contre le 12e, mais après, ça s'inverse. C'est que les 9 sont contre les 3 qui continuent encore d'accuser, de déclarer coupable. Et donc Henri Fonda va dire, maintenant à vous de nous prouver pourquoi est-ce que vous continuez encore à maintenir la culpabilité du jeune. Ouais. Non, chose à dire, vous ou pas? Non. Moi, non. Bah écoutez, moi j'ai encore d'autres éléments. Par exemple, je me souviens aussi de cette réplique. Pareil, hein, sur les préjugés sociaux. Vous vous rappelez, ceux qui justement dénigrent les gens des milieux populaires, oui, mais ils ne savent pas parler. Oui, il dit he don't speak good English. He don't even speak good English. Il lui répond he doesn't. Non, on dit he doesn't speak good English. Ça, c'est très fort. Et là, ça me rappelle un truc sur l'actualité, c'est qu'on voit effectivement très souvent, dans les milieux souvent d'extrême droite, pas uniquement, mais souvent,
quand on reproche à des Français qui sont d'origine arabe ou autre de ne pas savoir maîtriser la langue française, mais souvent, ceux qui le disent, eux-mêmes font des erreurs en langue française, sont pas du tout des... Mais clairement. Ça, c'est très drôle. Donc ça m'a fait penser à ça. Moi, je pourrais en parler des heures, hein, donc si Mais vous laissez vas-y, continuer, je peux- vas-y, continue, parce que moi j'ai épuisé tout ce que j'avais à dire. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. D'accord, On va très bien. rebondir. Alors du coup, j'ai cherché des anecdotes en fait sur le film. Alors il paraîtrait que le réalisateur Sidney Lumet a forcé les acteurs à répéter en huis clos pendant des heures sans filmer, exprès pour qu'ils s'habituent à être enfermés et que dans leur jeu en fait transpire justement le fait d'être enfermé en fait. le fait d'être oppressé par cet C'est bien enfermement. joué ça, ouais. Donc c'est ce que j'ai trouvé. Et plus globalement, c'est vrai que je trouve que en fait, ce film est une horlogerie. En fait, c'est une horloge. Il fonctionne. Chaque mécanique a sa place. Franchement, le réalisateur a parfaitement mis en scène. Et je trouve que le texte d'origine est incroyable, quoi. Je crois, je te coupe, pardon. J'avais vu, je sais pas si c'est une rumeur qui est démentie ou pas, mais je sais que à la base du scénario, ils voulaient mettre une horloge dans la pièce. Et en fait, au bout d'1 heure et demie, tu vois que l'horloge a fait que 5 minutes. En fait, pour vraiment montrer en fait, que le temps était très long, et en fait que la tension en fait, était à son maximum, et pour montrer en fait que ils étaient vraiment restés bloqués pendant un long moment, alors que pour eux, c'était comme si c'était resté 6 heures. Alors qu'en fait, tu vois, ils étaient restés en fait 5 minutes. Ah, je pensais que c'était au contraire une erreur de plan, tu sais, comme ça arrive, où ils ont oublié d'accorder cette fameuse pendule. Je crois que c'est ça. Hein. C'est sûrement ça, alors. Parce que j'ai même vu sur un site, je sais plus lequel, que le jury numéro 3, quand il s'effondre à la fin, vous vous souvenez, quand il dit non coupable, il s'effondre. On voit, ça montre, il paraît que si on regarde, elle indique une autre heure. Ah ouais ? Donc ils n'ont pas fait attention à ces détails apparemment. Mais bon... après pour l'époque, t'avais pas non plus le truc de penser à ça, je pense. Et puis de toute façon, qui va vérifier parmi les téléspectateurs, à part des psychopathes comme nous, voilà. du détail. Mais ça aurait été intéressant, tu vois, en vrai, de montrer ça, je pense. Oui, c'est vrai. Alors, on n'a pas parlé du temps. Au départ, il fait beau. Après, il fait beau, et en fait, ça s'assombrit progressivement. Et on a un orage avec de la grêle, etc. Et je pense que ça participe aussi des plans. C'est que les plans sont de plus en plus resserrés sur les persos pour donner le sentiment d'enfermement. Mais aussi, du coup, ça s'assombrit, en fait. Et je pense que ça augmente en fait, la tension qu'il y a avec les personnages et nous aussi dans notre expérience. En plus, j'avais mis aussi que Sidney Lumet avait choisi une mise en scène progressive où le tournage évolue du dessus du niveau des yeux et au-dessous. En vrai, pour lui, en fait, apparemment, pour lui, ça avait symbolisé donc, la pression croissante et l'enfermement psychologique des jurés dans la pièce. Donc en fait, il y a aussi un jeu de caméra en fait, qui bouge, apparemment. Après, je l'avais pas vraiment remarqué. Oui, j'avais parlé tout à l'heure du resserrement, du fait qu'on les voit de plus en plus près. Pareil, hein, toujours dans la même optique en fait. Et toi, tu nous avais parlé du coup du ventilateur. Parce que moi, j'ai parlé de la chaleur. On voit, ils sont toujours en train de transpirer et tout. Mais tu avais quelque chose sur le ventilateur. Ouais, j'avais mis en gros que le ventilateur du coup qui ne fonctionnait pas, donc il était visible en arrière-plan, symbolisait en fait la chaleur et la tension qui pèse sur les jurés. Et ça avait ajouté donc une atmosphère pesante qui amplifiait en fait le drame. Mais à un moment donné, il y a justement le juré qui en a rien à foutre, il le répare. Il le répare, en fait, le ventilateur. Et d'ailleurs, après, tout de suite, il se met à jouer au basket avec. Jouer au basket, après ça tombe sur l'autre. Ça tombe sur le vieux. Ça était drôle. Et là, ça a prouvé, même là, qu'ils sont foutés en fait, aussi, du procès. C'est du procès, pardon. Complètement. D'ailleurs, en parlant du vieux, ça tombe bien parce que. Enfin, non, c'est pas par rapport au vieux, ça me fait penser. Toujours, on revient sur ce jury numéro 7 qui est incroyable. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, depuis le début, on voit déjà, il s'énerve pour rien. On voit qu'il a une mauvaise foi. On voit aussi, ça on l'a pas dit, mais dès les premières scènes, il tente de manipuler en fait. On dit ça c'est réglé. Hein. Bon, on voit très bien qu'il est coupable, on va pas rester. De manière très sournoise, hein, il veut influencer les autres en disant c'est bon, c'est plié, tu vois. C'est pas anodin ça, hein, parce que les autres qui ont une mentalité de suiveur, ils vont pas oser remettre en question. Et c'est ce qui fait d'ailleurs dire au vieux. Désolé, mais j'ai pas le numéro. En fait, le vieux, au départ, c'est le premier qui soutient Henri Fonda. Il justifie en disant
Moi, j'ai trouvé ça courageux que le jury numéro 8, devant tout le monde, face à tout le monde, prennent la position contraire. Parce que c'est pas évident de lutter contre l'unanimité. Ah oui. Et lui, il est vieux, donc il a l'expérience aussi de la vie. Ouais. Donc, alors que les autres, franchement, soit ils ont très peu d'expérience, soit ils sont tellement haineux qu'ils ne prennent pas leur expérience. Certains n'assumaient pas. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient un vote anonyme en fait. Oui, et même après là, vous en dites, bah, maintenant on vote plus anonymement à la fin, et vous allez tous lever en fait à main levée. Tout à fait. Et là, on voit bien aussi le changement entre tous les jurés qui au départ étaient des suiveurs, ils assument progressivement. Ils assument ouais. C'est intéressant. Parce que même au premier vote, il y avait déjà des petites querelles où ils accusaient quelqu'un d'avoir voté non coupable et l'autre après ils disaient mais en fait non, c'est moi qui a voté non coupable. Mais d'ailleurs, encore une fois, ce putain de jury numéro 3, qu'est-ce qu'il fait? Tu te rappelles? Quand il y en a un qui justement change d'avis, lui, bah, en fait personne ne sait parce que c'est à bulletin secret. Et cet abruti, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le jury qui est d'origine populaire. Il dit que c'est toi. Et il l'accuse alors qu'il ne sait. Alors, en plus, ce n'est même pas lui, c'est le vieux. Et il l'accuse faussement. Et là, on voit que les clivages commencent à arriver. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, c'est que grâce à cette agression, eh bien, le jury qui vient d'un milieu populaire, il va très rapidement prendre le parti d'Henri Fonda. Et il va assumer en fait, voilà, cela. C'est vraiment pas mal. Voilà, écoutez, moi de mon côté, je pense avoir dit pas mal de choses. Je trouve que c'est effectivement, il en restait 3 et ils se sont acharnés. Enfin, moi j'adore le jury numéro 3 parce que c'est un trait de génie, vraiment, le scénario. Que lui, en fait, il est en réalité triste et en même temps énervé parce qu'il ne sait pas gérer les émotions par la perte de son fils, qui a 22 ans, qui ne lui parle plus. En même temps, tu comprends pourquoi. Il raconte, j'ai essayé d'en faire un homme. En fait, tu vois que c'est un rustre violent. Donc, il s'étonne que le fils... Mais comme il est centré sur lui-même, il ne se remet pas en question. Et en fait, le problème, le coupable, c'est le fils, c'est pas lui. C'est très fort, ce personnage. Non, j'avais beaucoup aimé. Mais moi, j'étais pas déçu, mais j'aurais aimé avoir une meilleure fin, tu vois. Là, à la fin de l'échange, en fait, on les voit tous descendre du tribunal. Il y a le vieux qui vient voir du coup Henri Fonda qui dit ouais, comment tu t'appelles? Il dit je m'appelle Davis, je crois, je suis pas sûr. Davis. Et après il part. Tu vois, j'aurais aimé avoir une petite image en fait encore du procès parce que tu débutes avec le procès, après tu suis jusqu'à l'échange entre les 12. La délibération. Ouais, et après de remontrer en fait tu vois, le procès en mode voilà, tu es non coupable en fait. Ça, c'est dommage qu'ils l'ont pas mis. Bah, je suis d'accord. J'aurais bien aimé. Je suis d'accord parce qu'on aurait pu au moins justement voir ce jeune avec un plan sur lui, peut-être qu'il soit joyeux ou tu vois. Bah soulagé déjà, peut-être pas joyeux mais soulagé. Et je me dis que le plan du début qui zoome longtemps sur lui, ça montre peut-être le fait de profiter de son regard parce que vous allez plus le voir. Au début je pense que je pensais à ça en mode il va être peut-être coupable parce que du coup on fait un long plan sur lui comme si en fait profitez de ce moment-là parce que vous n'allez plus le revoir. Et je m'attendais en fait au moins une scène en bas à la fin de scène un peu plus joyeuse déjà. Je suis assez d'accord, ouais. Chacun rentre anonymement et c'est dommage qu'effectivement on ne voit pas au moins la sentence avec ce jeune, oui c'est vrai. Parce que le film n'est pas assez long en plus, il fait 1h25 si tu enlèves 5 minutes de générique et je m'attendais à 2-3 minutes de scène, même pas 2 minutes de plus, ça aurait été encore un peu plus beau je pense. On n'a pas parlé de quelque chose justement en parlant un peu plus loin de la sortie du film, c'est qu'en fait le film n'a pas été un succès au box-office américain, bien au contraire, puisque, donc j'ai les chiffres, le budget c'est $337 000, mais il n'a rapporté qu'1 million. C'est très peu en fait. Et bizarrement, il a trouvé son public plus tard en fait, pour devenir le chef-d'œuvre qu'il est devenu, puisqu'il a été sélectionné par la Bibliothèque du Congrès en fait. Et du coup, il sélectionne pas n'importe quel film comme étant des grands classiques. Donc c'est un échec au box-office américain, malgré effectivement du coup les Oscars, mais donc il a eu la reconnaissance officielle, mais pas du public au départ. Ça a mis du temps. Et ça c'est quand même intéressant, en sachant que Henri Fonda est tout de même dans la production. Il est aussi producteur. Il est aussi producteur, voilà. Tu vois, je me dis, il y a aussi beaucoup de films maintenant qui sont comme ça, notamment Babylone pour moi, je trouve, de Damien Chazelle, qui pour moi plus tard sera vu comme un classique. Là, pour beaucoup de personnes, là, c'est de la merde. En réalité, ça arrive souvent dans l'histoire du cinéma. C'est souvent après, en fait, que... Les films qui trouvent leur public plus tard. D'ailleurs, on vous conseille, à nos auditeurs, moi, je crois que je t'en avais parlé, Momo, il y avait
sur YouTube, je crois que c'est quelques vidéos d'Allociné qui sont quand même assez pas mal. Il y en a, je crois, quelques-unes qui parlent de ces films qui ont été assez mal jugés, en fait. Et je trouve que cette vidéo est bien. Ouais, ça peut être cool. Ils font une sélection Ouais, pareil, d'une ouais. douzaine de films qui sont devenus plus tard des classiques. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est bien, ouais. Et parmi eux, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y avait Fight Club, qui avait vraiment Et des films trop qui bien, sont des parce que- classiques. Mais il y en avait pas mal comme ça, hein, qui ont pas bénéficié d'un grand succès. Bah, Fight Club, c'est même maintenant, moi je trouve qu'il faut encore, pour beaucoup de personnes maintenant, c'est un bon film. À l'époque, peut-être pas. Hein. Ah non, mais aujourd'hui, effectivement, c'est un classique, mais apparemment à l'époque. Enfin bref, en tout cas, je vous conseille cette vidéo sur YouTube de ces films qui ont été, qui sont devenus plus tard, mais au départ, ils n'ont pas du tout eu de succès en fait. Et ça, je trouve ça toujours intéressant. Moi, tu vois, j'aimais vraiment l'hypothèse que le film n'est pas sorti au bon moment. Comme beaucoup de films de maintenant ne sont pas sortis au bon moment. Tu vois, il y avait une période où s'il serait sorti dans les années 80, peut-être que là, il aurait trouvé son public. Parce qu'en soi, les Oscars, en fait, ça ne. Pour moi, ça, c'est pas parce que tu reçois un Oscar que t'as eu le meilleur film. Je pense qu'on est d'accord. Pareil pour les meilleurs acteurs. Enfin, Oui. tu mets un DiCaprio en 2016, ben, en face de toi, t'as quand même aussi de gros acteurs devant toi. Donc, pour moi, ça ne veut rien dire en fait. Tout ce qui est ces célébrations-là. En fait. Oui, clairement. Des fois, ça marche. Par exemple, moi, j'étais content. Là, plutôt, c'est pas les Oscars, mais c'est à Cannes, enfin la Palme d'Or pour Parasite. J'étais content. Oui. Parce que je trouve que c'était mérité. Mais par exemple, si je ne dis pas de bêtises, Titan avait eu aussi la Palme d'Or. Et moi, j'ai détesté ce film, par exemple. Donc, en gros, franchement, bon, ça dépend. Quoi. Il y a plein d'exemples, même avec Anora pour les Oscars 2025, qui a tapé 4 Oscars alors que le film est nul. De mon point de vue, encore une fois. Moi, je l'ai pas vu, donc je sais pas. Pour moi, c'est pas ouf. Et tu t'arrives à avoir l'Oscar du meilleur film face à Dune. Ouais, quand même, faut le faire. Hein. Bon, de toute façon, on sait très bien on le dit souvent dans ce podcast. C'est subjectif, il ne faut pas oublier. Il y a bien sûr il y a des chefs-d'œuvre, mais il y a aussi des navets à côté, quoi. Mais voilà, et puis il y a aussi question d'avis subjectif. Hein. Ouais. Par exemple, moi, je sais que vous allez rire, mais dans ma top liste des 5, moi, il y a Rocky. Mais pourquoi ? C'est pas parce qu'en réalité, je sais qu'il n'est pas aussi bien que celui-ci, mais moi, il me parle en fait, parce qu'il m'a parlé quand j'étais plus jeune, parce que c'est un rapport subjectif qu'on a au film aussi. Hein. Il y a des choses qui nous parlent, des choses qui nous parlent moins. Et ça, c'est complètement. Ce n'est pas objectif. Mais c'est pas grave, il faut assumer. Et c'est tout. Après, bien entendu, par rapport à un Marvel, il y a des films, ils sont au-dessus de toute façon parce que. Comme tu peux voir, les Marvel font des gros chiffres mais ne rapportent pas d'Oscar, donc encore une fois, les célébrations en fait ne servent à rien. Pour moi, ça récompense juste un projet et pas en fait l'histoire d'un film, je trouve. Ouais. Voilà, écoutez, moi en tout cas j'ai été ravi de parler de ce film parce qu'il fait partie, comme j'ai dit, de ma shortlist. Ouais. En fait, je crois que je l'ai vu au moins plus d'une quinzaine de fois. Je trouve qu'il est touchant, toujours autant. Encore une fois, je trouve que psychologiquement il est incroyable. Et après, il faut aimer les huis clos. C'est ça. Il faut aimer aussi les affaires judiciaires, ce qui n'est pas évident. C'est là tout le problème. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre sur la question des personnages psychologiques, de la psychologie des personnages. Je trouve que. Wow. C'est bien travaillé pour 1h30, je trouve, moi. C'est court en soi, mais ils ont bien réussi à faire travailler tous les personnages. Oui. C'est pas mal. Pas facile. Après, il y en a quand même quelques-uns qui ressortent. Oui. Comme dans tous les films. Oui, le 8. Le 8. Oui. Et puis celui que. Enfin, le courtier, du coup. Voilà. Mais bon, c'est. Écoutez, moi, en tout cas, pour moi, c'est. Ouais, j'ai pas d'autre chose à ajouter. J'ai tout dit, ouais. Non, moi aussi. Noir et blanc, on l'a pas dit. C'est vrai. Moi, ça me dérange important. pas. Moi non plus. Moi aussi. Moi, je kiffe. Moi aussi, justement, c'est ce qui m'a empêché de suivre aussi. Un des trucs qui m'a empêché de suivre, c'est de pas avoir de couleur, quoi. Ouais. Vraiment, j'ai du mal, hein. Je m'accroche beaucoup à la couleur, aux détails par rapport à la colorimétrie, par rapport à l'ombre et tout. Là, j'ai rien vu. Justement, là, ça qui est bien, c'est que là, tu galères du coup, et en fait, c'est encore plus beau de découvrir en fait des détails rien qu'en voyant en noir et blanc. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, j'aime pas galérer moi en regardant le film. Ouais. Donc vraiment, c'était pas vraiment un film pour moi, mais c'est pas grave. En vrai, je comprends que ce soit un chef-d'œuvre. Après, la question esthétique, bien entendu, moi, je me souviens quand j'ai commencé à aimer les vieux films. Au départ, je détestais parce qu'ils étaient lents, parce qu'il y avait effectivement du noir et blanc. Mais je pense que c'est un peu comme... c'est une interprétation de ma part, mais c'est un peu comme en cuisine. Tu vois, au départ, t'aimes pas le goût amer. Puis après, tu commences en fait à l'apprécier.
Pareil pour le salé. Je pense qu'il y a aussi quelque part un peu d'apprentissage de code. Oui, bien sûr. C'est que si tu fais abstraction de ton appréhension au départ, bah oui, noir et blanc, t'es pas habitué, ou il y en a même carrément, quand ils voient pas d'effets spéciaux, ils considèrent que c'est c'est Oui, compliqué, oui. quoi, tu vois. J'en suis pas là. Je pense que voilà, il y a un truc à. Je pense qu'il y a quelque part aussi, il faut parfois même un peu, je dirais, se faire violence, mais parce que c'est dommage, parce que vraiment ce serait se priver de. Je donne un exemple. Moi, j'ai découvert un film que je trouve que j'aimerais bien un jour qu'on analyse, qui s'appelle Le Pigeon. C'est un film italien où il y avait Claudia Cardinal dedans quand elle était très jeune. C'est un film ancien. Désolé, j'ai pas la date, mais il est vraiment ancien. Il est en noir et blanc. C'est un film, il est drôlissime. Donc c'est un film italien avec des acteurs, de vrais acteurs italiens. Voilà, donc je l'ai vu en Vost. Il est drôlissime. C'est sur un casse, donc ce sont des brigands. Et ils veulent récupérer un coffre en fait. Mais c'est des bras cassés. C'est des pieds nickelés en fait. Le film est drôle, mais il est beau, les dialogues sont phénoménaux. Ouais, mais il est en noir et blanc, il est lent, quoi. Donc c'est dommage parce que si on n'arrive pas à accéder à... Si on est bloqué par le noir et blanc et par la lenteur, bah, on n'accède pas à des chefs-d'œuvre, et c'est dommage. Comme pour moi, il y avait aussi un film que j'adore en noir et blanc, c'est Nosferatu, le vampire, je sais pas si tu vois. Ah non. C'est un film de 1922, et c'était en fait par rapport au... Tu sais, il y avait déjà les premiers jeux d'ombre qui faisaient un peu à l'allemande. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Non. C'était, j'ai plus le nom, j'ai plus le style, le nom du style, mais pareil, c'était vraiment en noir et blanc. Bon, c'était moche, hein, parce que voilà, là, ils avaient mis un vampire très moche, tu vois, mais rien que le fait de le voir comme ça et de voir comment à l'époque ils arrivaient à jouer avec la peur et et le fait, tu vois, bah, de créer un monstre, en fait, tu vois, c'est pas facile. Moi, ça, c'est ce qui m'a fait vraiment aimer en fait les films en fait en noir et blanc, de voir avec peu de choses comment ils arrivaient en fait à transmettre les émotions à l'écran, parce que maintenant c'est plus facile en fait. Tu mets une CGI et ou alors un effet spécial ou un truc qui sont encore plus facile, quoi. Alors, je sais pas pourquoi ça me vient avec ce que tu me dis, mais moi j'ai un flash. J'ai comparé là dans ma tête pendant que tu parlais entre la vieille série en noir et blanc de la famille Addams avec les films plus récents. Là. Oh, ça, tu vois, j'ai pas eu de mal avec la famille Addams. Oui, tu parles des films récents. Non, okay. De la série en noir et blanc. Bah, ça va. Moi, je trouve que justement, les films là, désolé, mais pour moi, c'est de la merde, là, ceux qui sont là. Alors que la vieille série, là, en noir et blanc, alors que les effets spéciaux sont merdiques, mais elle est géniale. Elle est incroyable. Je crois qu'elle date des années 60. À peu près, oui, si je me souviens bien. Je crois, ouais. Et ils ont réussi à créer une ambiance très, très particulière. Ouais, mais là, le noir et blanc, j'ai l'impression qu'il l'aide avec la famille Addams. Alors qu'avec 12 hommes en colère, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, bah, c'est pareil pour moi. Enfin, je trouve que c'est pareil. Peut-être qu'il te faudrait une version remasterisée. Voilà, en vrai, j'aimerais bien voir la version remasterisée, voir si ça change. Mais en tout cas, quand je l'imagine remasterisée en couleur, ben, en fait, j'ai l'impression que ça ne change rien à l'histoire. Alors que la famille Addams, tu la mets en couleur, je pense que là, déjà, ça enlèvera de la noirceur au texte original. Vous voyez, c'est pour ça, là, c'est... Après, il est sorti à une époque où ça se faisait pas, la couleur. Donc forcément. Par contre, j'ai un contre-exemple avec la couleur qui peut être utilisée dans cette fameuse noirceur dont tu parles. Alors moi, j'ai un petit souvenir sympa des Batman de Tim Burton. Oh, oui. Une ambiance, mais vraiment, bah, c'est Tim Burton. Il sait faire ça. Et je trouve que, bien sûr, on n'est pas à l'époque Nolan, voilà, avec The Dark Knight et autres. Mais je trouve qu'ils ont du charme, ces Batman-là, et ils sont beaucoup mieux que les Batman, genre Batman Forever et tout ça, qui sont venus avant Nolan, parce que justement, Tim Burton a réussi à faire une ambiance que je trouve vraiment accrochante, en fait. Ouais, particulière. Mais on te mettra Matou au pire, Zoro, tu verras plus je pense, la série. Incroyable, série préférée. Voilà, on est en train de sortir complètement du sujet. Oui, c'est vrai. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Les vieux Zoro, là. Après, Zoro, j'adore l'histoire. Après, Zoro, c'était le début de la couleur aussi, je me rappelle. Mais même si ça avait été en noir et blanc, j'aurais aussi adoré. Incroyable. C'est vrai qu'ils sont... Mais moi, je me souviens les avoir vus en couleur, il me semble. Ils sont en couleur. Ces vieux épisodes, oui, ils sont en couleur. Mais incroyable. Ok, bon, là, on s'égare. Ouais. On s'égare un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bah écoutez, en tout cas, moi j'ai été ravi d'analyser ce film avec vous. Mais moi de même. Également. Et du coup, au plaisir de vous revoir pour un prochain numéro. Effectivement. De notre saison numéro 1 consacrée au classique. Allez, ciao. Au revoir.
Merci. Retour dans le cinéma. Oh Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, ça. Oh Vas-y, pastis. Oh, j'en ai pas 6. Oh, le pote, Et le cover en même temps. Là, ça fait secte, on se suicide à la première saison. Oh, venez, on fait ça. Pas de gros mots dans ce. Va te foutre. Va te faire. Ah, est-ce que vous l'avez là? Va te faire le faute. Antoine Banderas. Oh, il est fort. Mais oui. Quoi le mot de la fin du making of? Avec la fin. Allez tous vous faire, non je rigole. Allez, Yahoo!